Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Monsieur Demers, bonjour. Bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer à nos citoyens. Bien, merci de prendre du temps pour vous exprimer, pour nous avoir une entrevue, parce que j'imagine que vous avez un horaire assez chargé ces temps-ci. Oui, effectivement, c'est bien meublé, mais c'est toujours un plaisir de faire l'émission puis d'informer les citoyens sur différents dossiers. Puis aujourd'hui, c'est notre avant-dernière émission ensemble. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous commencez à faire un décompte? Comment on se sent dans J'ai jamais fait de décompte de ma vie. Quand j'ai pris ma retraite de la police ou quand j'ai fermé ma compagnie. Et je suis très serein dans ma décision parce que je le prends pour les bonnes raisons. Et je dois être aux côtés de mon épouse pour les 3-4 prochains mois. Je pense que c'est essentiel. Et je pense que l'expertise est là, puis l'expérience est là pour prendre la relève. Alors, mon apport est plus aussi essentiel qu'il l'a déjà été à Ville-de-Laval. Puis je serai toujours disponible si je peux rendre service pour l'intérêt des citoyens. J'imagine qu'on ne ferme pas la porte là, du jour au lendemain. Là, quand on a été impliqué comme ça, là, il doit y avoir certains dossiers où vous pouvez être là en référence, certainement. Hein? Effectivement. Ça va faire 38 ans que je suis au service des citoyens de Ville-de-Laval, 30 ans comme policier et 8 ans comme maire. Mais on va commencer. On a des sujets qui reviennent à chaque émission. Là, on va commencer par parler d'économie. Donc là, l'économie, il y a le rapport Desjardins qui est sorti là, dans le dernier mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous donner certaines conclusions de ce rapport-là? Effectivement. C'est les économistes de Desjardins qui font des analyses sur lesquelles ils vont projeter des situations. Et parmi toutes les régions administratives du Québec, ce qu'ils nous disent, c'est que l'économie lavalloise est en meilleure position, est la première. Pour cette année, et l'année prochaine. OK, l'année à venir. Alors, pour nous, c'est important parce que dès le début de la pandémie, on s'est réunis, puis moi, j'ai fait personnellement la tournée par appel de nos organismes sur le plan économique, les grandes entreprises sur le plan économique et les organismes communautaires. Selon moi, il y a 3 formes d'économie sur notre territoire. Traditionnelles, je veux dire les commerçants, les restaurants, les industries. Il y a l'économie institutionnelle, ce qui veut dire le CI3S, les maisons d'enseignement, les universités, cégep, commissions scolaires et évidemment la ville. Et il y a une 3e forme d'économie qui sont les organismes communautaires. Chacune de ces catégories-là a ses particularités et ses avantages et aussi ses points faibles. Alors, au tout début, j'ai fait le tour pour essayer de voir les besoins, analyser ce que le fédéral, le provincial offrait pour venir en aide à ces formes d'économie-là, et nous, être complémentaires. Si on essayait d'agir où on n'était pas présent. Alors, on a notre bulletin de Desjardins qui est mission accomplie. Quand la situation médicale de mon épouse est survenue, évidemment, Stéphane Boyer a pris le relais de ce dossier-là. Il a parlé environ à 130 représentants d'organismes communautaires, de compagnies, de gens influents dans le domaine de l'économie. Et là, les moyens qu'on a mis de l'avant donnent des fruits et nous en sommes très, très, très fiers parce que ça vient en aide aux citoyens de Laval. Puis il faut se rappeler puis à tous les matins, j'y pense, on a environ 50 000 personnes sur notre territoire qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Et là, les organismes communautaires agissent en direct. Et il est important pour nous de supporter nos organismes communautaires qui donnent le service à la population. Oui, bien, c'est ça, la Ville, vous faites beaucoup de partenariats, justement, avec des associations comme ça. J'en ai, entre autres, vous avez fait aussi une signature avec le groupe 3737 pour les entrepreneurs issus de la diversité pour favoriser l'inclusion. Alors, ça, c'est le genre de partenariat que la Ville aime bien faire. Oui. Premièrement, c'est des demandes qui nous viennent des entreprises eux-mêmes, des gens eux-mêmes. C'est des défis qui nous viennent aussi des organismes communautaires. On dit toujours, on n'a pas le monopole des bonnes idées. Alors, en consultant, on reçoit des bonnes idées.
L'équation est simple. Il y a un manque de main-d'œuvre tout partout au Québec. Laval n'y échappe pas. Et il y a une main-d'œuvre qui est disponible là si, effectivement, on relève certains défis de la communication, de la langue et, évidemment, de reconnaître certaines expertises. Alors, oui, on fait des ententes et avec des organismes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Oui, puis on dit d'ailleurs que les immigrants, souvent, ils ont un profil entrepreneurial très développé. Il y a beaucoup de petites entreprises, ils ont des bonnes idées, ils veulent. Donc, c'est de se donner les moyens, finalement, ou de leur donner les moyens pour démarrer quelque chose. Effectivement. Écoutez, le commerce international a été inventé. On ne connaissait même pas le territoire canadien ou américain. Alors, c'est des gens, c'est dans leur culture, c'est dans leurs réflexes, et ils nous font bénéficier de leur expertise et ils s'impliquent beaucoup dans la communauté. Alors, on sort enrichi de ça et je pense qu'il faut travailler, à titre d'exemple, avec eux, mais avec l'ensemble de nos entrepreneurs sur le territoire lavallois. Et ça donne des fruits. Il y a les économistes, évidemment, de Desjardins, qui sont totalement indépendants de Laval, mais il y a aussi la firme SP Global qui nous donne notre code de crédit à tous les ans, qui confirme la même chose que les économistes de Desjardins en nous donnant la meilleure cote de crédit. Et ça, c'est important parce que la Ville de Laval a une dette d'environ 650 millions. Alors, si vous mettez 1 % d'intérêt sur cette dette-là, bien évidemment, ça fait des grosses sommes d'argent et les citoyens seraient obligés de payer ça sur leur compte de taxes. Alors, l'ensemble de la situation fait que Ville de Laval a un des plus bas taux de taxation parmi les 10 grandes villes au Québec. Et je vous dirais, depuis le dernier 8 ans, les taxes ont augmenté moins que l'inflation. Tout en donnant des conditions de travail à nos employés qui sont, somme toute, très bonnes. Alors, pour nous, c'est un enjeu important. Oui, ça donne et sans argent, on ne peut pas protéger l'environnement, on ne peut pas améliorer le milieu de vie de nos citoyens, ce qu'on a réussi à faire. Aussi. Puis, est-ce que dans ce rapport-là, Desjardins, est-ce qu'il y a des angles à retravailler? Y a-t-il des côtés un peu plus ombrageux ou c'était que du positif là-dedans? Et c'était essentiellement du positif parce que c'est une vue d'ensemble à haut niveau. Maintenant, il y a toujours des angles à travailler, il y a toujours des points à améliorer. Et effectivement, on tente de les analyser et de consacrer nos efforts là où on peut trouver des solutions. Et dans le rapport qui a été fait suite à la grande consultation, il y avait environ 65 suggestions. Il y en a 35 qui sont déjà en œuvre, mais il en reste à peu près 30 où on regarde comment on pourrait les mettre en action. Et l'enjeu primordial pour nous, là, d'un avenir approché, c'est de trouver de la main-d'œuvre pour l'ensemble de nos entreprises. Et ça passe peut-être par le transport en commun comme étant une des solutions et la mobilité active. Quand vous parlez des 65 suggestions, ça, c'était des suggestions qui venaient de la population, des consultations que vous avez faites. C'est ça. C'est dans le rapport de M. Boyer, suite à l'ensemble des consultations qu'il a faites. Et là-dessus, on a déjà en œuvre plus que la moitié. Bon, bien, c'est très bien. Ensuite, dernièrement, vous avez signé aussi un partenariat avec l'Association québécoise des technologies pour le virage numérique. Fait que ça, on sait qu'avec la COVID, là, il y a eu beaucoup de transactions qui se sont faites par le web. Fait que là, Laval fait un partenariat pour supporter encore plus on pense que l'avenir de nos entreprises, de nos compagnies, passe par le numérique. Et effectivement, il faut accompagner et il faut être capable de permettre à nos entreprises privées de passer au numérique le plus rapidement possible. Puis je vous donne un exemple que j'ai vécu. Quand je suis arrivé ici en 2014, l'administration municipale, tout était par papier. J'arrivais à l'Assemblée du Conseil avec une pile de papier sur le dos. Les comités exécutifs, c'était la même chose. Puis on a dit non. Il faut passer au numérique.
ça prend un CE puis une assemblée du conseil sans papier. OK. Imaginez-vous ce qui aurait été la période de COVID avec tous ces papiers-là qui passent de main en main, tout le monde. On n'en serait pas sorti. Nos gens contaminés auraient été encore supérieurs à ce qu'on a. Alors, il faut passer vers là. Il faut aller vers là pour la santé de nos entreprises et je pense que c'est une action collective qui peut permettre de rendre ça plus facile pour plusieurs entreprises. Bon, mais c'est très bien. Fait que ça clôt un peu notre volet économie. Okay. Un autre sujet qui revient presque à chaque émission, c'est l'environnement, parce qu'après presque à chaque émission, on a une annonce à faire parce qu'il y a eu une section, une île qui a été acquise. Là, cette fois-ci, c'est l'île... C'est Loka. Oui, c'est ça, merci. L'île Loka. Fait que, elle n'est pas acquise encore. Okay. L'île Loka est dans un différend ou un litige depuis le début des années 2000. OK. Il y a le propriétaire de l'île Loka qui avait des grands projets, qui avait signé des ententes avec Ville de Laval et finalement, les projets n'ont pas avancé. Alors, il y a un imbroglio qui est face aux tribunaux avec l'entente de Ville de Laval. Mais au-delà de ça, il y a eu une faillite déclarée par le propriétaire et lui avait financé une partie du projet par des prêts privés. Et là, les gens qui ont prêté, évidemment, ont pris des hypothèques sur l'île Loka et là reviennent contre le propriétaire. Okay. Et il y a un syndic qui gère ça, cette faillite-là. Nous, on a essayé de trouver des solutions et on négocie depuis longtemps avec. Et il y a une entente. Il y a une entente verbale, que je dirais, où la Ville pourra faire l'acquisition de l'île Loka pour 10,2 millions. Ça a été présenté au syndic et le syndic, lui, veut représenter ça parce que la majorité des créanciers qui sont d'accord au juge, que ça soit béni par le juge, et ça réglerait les différends, les titres de propriété et les citoyens qui fréquentent déjà l'île Loka beaucoup. Je suis allé à la marché, moi, il y a quelques semaines, l'île Loka, pour me faire une tête avant d'autoriser tout ça. Okay. Alors, on a l'entente avec le syndic qui représente la majorité des créanciers et ça doit aller devant le juge. On est confiant que ça devrait être accepté, mais il y aura une représentation devant le juge qui vont se faire dans les prochains mois. OK. Puis, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec cette île-là? Parce que là, c'est déjà accessible pour tout le monde. Là. C'est ça. Bien, d'avoir un meilleur contrôle au niveau de l'accessibilité, un aménagement minimal qui peuvent être à des endroits stratégiques, des bancs de parc, des explications, mais préserver la richesse naturelle qu'est cette île-là. Vous allez voir, il y a comme des petits lacs qui ont des poissons là-dedans qui sont comme des frayères, qui alimentent toute la rivière des Mille-Îles. OK. OK. Il y a des espèces d'arbres, de végétation qu'il faut préserver. Alors, je vous dis ce qui se passe dans ma tête, bien, effectivement, ce sera une place pour aller faire des marches, mais dans des sentiers contrôlés et des explications sur des arbres, des espèces d'arbres. Il y a de l'érable noir. Et des explications sur ma nature. Alors, ça serait un peu un prolongement du musée de la rivière des Mille-Îles où on voit les poissons, les espèces animales. Et là, on pourrait l'identifier dans leur milieu naturel. Et évidemment, ça sera un organisme communautaire qui sera chargé de la préservation de cette île-là. Et on poursuit une négociation pour d'autres acquisitions. Mais pour donner un portrait d'ensemble, depuis 8 ans, si on place les 10 millions de l'île Loka, ça fait à peu près 80 millions qu'on débourse pour préserver des milieux naturels. Un point de taxation, quand j'augmente les taxes de 1 %, c'est environ 7,4 millions. Ce qui veut dire qu'on a placé environ 11 points de taxation pour des acquisitions de milieux naturels, sans jamais faire cette taxation-là. Alors, c'est de l'argent qui vient, entre autres,
de ce qu'on a récupéré, le 50 millions des sommes volées, les subventions par le gouvernement. Rappelons-nous les 2 grandes îles qu'on a acquises. Le gouvernement provincial nous a donné 7 millions. La CMM. On veut mettre à contribution ces choses-là. Et ça, c'est possible grâce à la crédibilité que Ville-de-Laval s'est construite dans les dernières années. C'est sûr que quand tu es un ministre, puis tu as de l'argent à prêter, et l'image que M. Vaillancourt et les DG projetaient, ils ont plaidé coupables à des accusations criminelles, bien, tu sais, ils pensent 2 fois avant de prêter 10 millions ou de donner 10 millions, des choses comme ça. Alors, la crédibilité de Ville-de-Laval est très bonne. Nos employés produisent des documents formidables, de qualité professionnelle. Et 2, je pense que la Ville de Laval n'est plus dans les médias pour les mauvaises raisons comme on l'a été. Alors, à l'heure actuelle, on bénéficie de subventions des autres paliers de gouvernement comme jamais Laval a eu dans le passé. Et ça, pour nous, c'est important et ça nous permet des acquisitions stratégiques suite à des négociations. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit une négociation. Oui, bien ça se poursuit, fait qu'il faut se poursuivre le processus. Vous dites que la CMM investit là-dedans, la communauté métropolitaine de Montréal. C'est quoi son intérêt à investir dans des projets comme ça pour l'environnement? La CMM est essentiellement financée par les villes qui sont obligées d'y contribuer et par le gouvernement du Québec. Alors, la CMM donne des grandes politiques et ils ont développé ce qu'on appelle le PMAD. Alors, comment devraient se développer les 82 000? Comme ils nous obligent, près des stations de métro, à développer en hauteur. Augmenter la densité de la population en se disant que les gens qui habitent là, ils descendent, sont dans le métro, ils ont peut-être moins besoin de l'auto. Alors, un ménage aura peut-être un auto au lieu d'en avoir 2 ou 3 et réduire les problèmes de GES, de congestion routière, et puis bon. Alors, il y a des plans comme ça au niveau de la CMM auxquels les municipalités sont obligées de se conformer. Et la préservation des milieux naturels fait partie de leur plan. Et nous, dans ce sens-là, et la CMM, pour encourager, imposer sa vision, doit donner certaines subventions. Alors, il y a des budgets annuels. Malheureusement, la demande est beaucoup plus grande que la disponibilité d'argent. Alors, on se place en ligne avec les autres villes, on fait des demandes et c'est pas automatique qu'on ait subvention. Non, mais si vous avez réussi à recevoir un 10 millions, j'imagine que c'est parce que c'était un projet qui avait vraiment de la valeur pour eux. Là. Alors, on n'a pas reçu 10 millions de la CMM, on a reçu 7 millions du gouvernement du Québec pour les 2 grandes îles et on se place en ligne, on fait des demandes pour les autres acquisitions qui s'en viennent, soit comme le cas ou d'autres qu'on négocie pour obtenir des subventions. Alors, nos 3 sources de subventions, c'est le fédéral, provincial, CMM. OK. Bon, bien, merci beaucoup pour cette information de CMM. Ça piquait ma curiosité. Puis ensuite, vous avez aussi... vous vous êtes mobilisé, la Ville de Laval s'est mobilisée pour intervenir dans les secteurs dévitalisés et défavorisés. On parlait d'un modèle de revitalisation urbaine intégrée. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? C'est quoi exactement? Bien, encore là, ça, c'est suite à plusieurs consultations et c'est des grands principes. Ce qu'on veut regarder, c'est qu'effectivement, il y a des poches de pauvreté sur notre territoire. Alors, contrairement à ce qui se faisait avant, nous, on les a identifiés, puis on admet qu'il y a de la pauvreté. Alors, on travaille avec des organismes communautaires qui vont offrir différents services. Alors, ce qu'on appelle les RUI, c'est, à un moment donné, ça peut être l'aménagement d'un secteur. Qui est plus vieux, plus défavorisé. Et ça sera des aménagements urbains, prendre un parc et y donner une personnalité et des services qui n'existaient pas, ou un bout de rue et l'aménager en place publique ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des services très ponctuels, de jardins communautaires. Ça peut être qui va venir en aide, si vous voulez, des familles dépourvues. Mais ça peut être des actions aussi, vous venez en aide
directement aux gens dans le besoin. OK. Alors, on pense aux soupes populaires, on pense aux services. Il y a des organismes qui donnent des services à la maladie mentale pour des recueils, pour des gens en itinérance. Alors, c'est tout ça qu'on met sur la table, qu'on développe avec eux et qu'il y a une volonté d'aller de l'avant et d'essayer de garder des moyens plus créatifs avec les organismes communautaires. Comment assumer cette responsabilité-là pour atténuer la pauvreté, la dévitalisation de certains secteurs. Des secteurs là qui a eu beaucoup de construction et ça n'a peut-être pas été fait comme ça devait et que ça amène des problèmes de congestion, de qualité de vie, de GES, de pollution. Okay. Alors, il faut, et des fois, ça passe aussi par des gestes de la ville d'acquisition pour faire des parcs. Alors, c'est un petit peu tout ça qui est en réflexion, qui se travaille présentement, mais la population est consultée et ça, c'est important pour nous. Oui, puis j'imagine que le fait de passer par des associations, ça vous permet justement d'aller vraiment rejoindre les gens qui peuvent être touchés par la pauvreté. Là, on parle d'une personne sur 10 à Laval qui est touchée par la pauvreté. Donc, c'est comme une bonne courroie là, de transmission là, entre la ville puis les personnes qui sont touchées. Mais effectivement, c'est, comme je dis, c'est environ 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Vous savez, dans le temps des fêtes, je faisais la tournée des organismes communautaires, soupes populaires, le relais communautaire, des soupes populaires, la Société Saint-Vincent-de-Paul. On a beaucoup de personnes. Une partie d'eux, c'est des gens issus de l'immigration, bien souvent, qui n'ont pas encore suffisamment entamé le processus d'intégration. Donc, s'ils ne maîtrisent pas assez l'anglais, le français pour avoir un emploi, et c'est des réfugiés, mais à moyen et long terme, l'intégration, on a du succès. On l'a fait il y a quelques années à la demande du gouvernement et ces familles-là, ces personnes-là sont rendues une plus-value pour notre communauté. Alors, les gens qui venaient de la Syrie, entre autres, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'artistes et de personnes qui sont intégrées et qui sont devenus un atout pour notre communauté. Oui, et là, on parlait des quartiers dévitalisés. Maintenant, je veux savoir par rapport à ce qui se passe dans chacun des quartiers, il y a des mesures qui sont mises par rapport à la vitesse. Dans les quartiers, parce que vous me disiez tout à l'heure que c'est ce que vous entendez le plus parler de la part des citoyens, c'est la vitesse dans les quartiers. Fait que vous avez des mesures à propos de ça. Effectivement. Premièrement, il y a différents services de la ville qui sont mis à contribution. Lorsqu'on voit qu'il y a un enjeu imminent, bien évidemment, on demande aux services de police d'intervenir rapidement. À moyen et long terme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni notre équipe d'ingénieurs, puis on leur a demandé des solutions. Et là, c'est des mesures d'atténuation des enjeux de circulation, des problèmes. Et ce qui a été utilisé en Europe et dans plusieurs pays, c'est de rétrécir les intersections. Avec des saillies, c'est ça? D'élargir les trottoirs, donc rétrécir les... Alors, il y a des endroits qui sont ciblés, ça se fait d'une façon permanente du premier coup. Ce qui veut dire des saillies en ciment, puis tout ça. Il y a des endroits qu'on se dit... On veut l'opinion de la population avant de rendre ça permanent. Alors, ça va se faire sous forme de peinture avec des petits poteaux flexibles, pour rétrécir. Il y a plusieurs avantages. Ça oblige les gens à ralentir, à faire leur arrêt parce que c'est plus étroit. Et ça permet aux gens à mobilité réduite d'avoir moins à marcher pour traverser la rue et eux aussi de se sentir en sécurité. Il y a aussi des endroits comme les parcs, les écoles, où on a acheté 700 dos d'âne. OK. Et
il faut que ça soit sur des rues résidentielles. Les rues collectrices, on ne place pas de dos d'âne là. Évidemment, les rues où les autobus passent, parce qu'assis en arrière, c'est un dos d'âne, tu risques, ça va te prendre un casque, pas frapper le plafond. J'exagère un petit peu. Non, mais on se souvient, on a tous des expériences de quand on était jeunes, puis on faisait exprès même pour s'asseoir en arrière pour que ça... Et évidemment, les ambulances qui transportent des gens pour les emmener à l'hôpital, souvent dans des situations critiques. Alors, c'est pour ça que sur les rues connectrices, sur les boulevards, vous ne verrez pas de dos d'âne. OK? Alors, et on a acheté des radars qui nous permet de compter le nombre de véhicules, la vitesse, l'heure, et de savoir où il y a des problèmes et de mieux diagnostiquer, soit pour une intervention policière bien précise, ou soit pour aménager des mesures d'atténuation de la circulation. OK, donc avec ces radars-là, ça vous permet de faire des analyses après, puis pour de voir, bon, mais là, on a tel problème, donc c'est quoi la meilleure solution pour ce type de problème? Et s'il y a de la vitesse, à titre d'exemple, savoir ça se situe entre telle heure et telle heure. OK. Parce que si on envoie les policiers là, puis c'est pas le bon moment, évidemment, ça sera inutile. OK, parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Ça clôt pas mal notre émission. Avant de se laisser, je pense que vous avez fait une tournée dernièrement, là, parce que là, vu que vous êtes dans vos derniers jours, vous avez déjà démarré ça, votre tournée, parce qu'au nombre d'employés que vous avez, j'imagine qu'il faut se prendre un peu à l'avance. Hein? Effectivement, c'est plus de 4000 employés, mais pour moi, c'est important. Quand je suis arrivé à la ville, un des gestes que je posais, c'est de visiter les lieux de travail de nos employés, pour savoir dans quelles conditions ils nous demandent de travailler, et aussi établir un lien de confiance avec eux et d'être capable de les écouter, qu'ils se sentent écoutés et respectés. Pour moi, c'est important. Et ça a porté fruit parce que ça nous a permis de constater des lieux de travail qui n'avaient aucun bon sens. Okay? Et de ramener ça. Et comme je disais tantôt, le climat de confiance avec les paliers de gouvernement qui nous amènent des subventions passe par nos employés. Et j'ai fait la tournée, des fois sans m'annoncer, arrivé à des places. Et là est arrivé le COVID, qui nous empêchait de faire ça. Alors, puisque je ne renouvelle pas mon mandat, j'ai pris des arrangements pour être capable de faire la tournée, dire merci aux employés. Merci pour avoir redoré l'image de Ville de Laval auprès de nos partenaires. Merci pour la qualité de travail qui se fait en général. Tout n'est pas parfait, il y a encore des choses à corriger, mais je pense qu'on a une belle qualité de travail. Et de leur rappeler que tout ce qui s'est fait depuis 8 ans à Ville de Laval, qui est colossal, que ce soit au niveau de la réglementation, parce que les universités nous citent en exemple dans bien des choses, que ce soit au niveau des nouveaux immeubles, puis tout ce qu'on a fait, ou des nouveaux projets, ou des règlements qu'on a mis, ça passe par la qualité de la présentation que nos employés font, qui est de calibre professionnel, et ce qui se résume avec des subventions, l'implication des autres paliers de gouvernement, et ce qui fait que les citoyens sont gagnants. Et j'ai vu des employés se dévouer dans les inondations en 2017, se dévouer en 2019, et je vous dirais, durant la présente pandémie, nos employés se sont adaptés facilement pour continuer à donner des services à la population, et je me sentais obligé de leur dire merci, et que ce qui s'est fait à Ville de Laval de bien, ils en sont grandement responsables. J'ai jamais déneigé une rue, construit un centre communautaire ou réaménagé un aréna. Alors, à tous nos employés, merci. Bon, bien, merci beaucoup pour ce message. Ça finit très bien l'émission. Puis, à la prochaine émission, on pourra en profiter pour faire un bilan, justement, de vos 8 années dévouées, passées pour la Ville de Laval. Alors, je vous remercie tout le monde et d'avoir été à l'écoute. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine et dernière émission avec M. Demers, en direct du bureau du maire.